En fait, dans la loi avait été introduit une disposition comme quoi entre l'ouverture du scrutin et le vote, aucune intervention de la part des conseillers régionaux ne pouvait avoir lieu. Or, là, il y a eu un échange entre Bruno Gollnisch, qui m'a interpellé, et moi qui ai répondu par une seule phrase d'ailleurs, en lui disant d'aller lire mon programme. Mais ça n'empêche que le Conseil d'État a jugé que cet échange pouvait porter atteinte au résultat, et à partir de ce moment-là, a annulé. Pour être très franc, je pense que compte tenu de l'ambiance, le Conseil d'État ne voulait pas en réalité que l'élection devienne définitive. Mais c'est appuyé sur cet article pour pouvoir annuler l'élection. Il faut revenir un petit peu en arrière. Moi, j'ai été président de la région sans jamais n'avoir de majorité absolue. J'avais que des majorités relatives, et sur chaque sujet, j'avais des majorités différentes. J'ai eu sur certains sujets de réhabilitation du territoire, réhabilitation industrielle, organisation économique, j'ai eu les voix des conseillers régionaux communistes. Sur le problème de l'organisation de l'enseignement, et en particulier du respect de la liberté pour les parents de choisir l'éducation de leurs enfants au travers du pluralisme scolaire, j'avais les votes du Front National. Sur les approches écologiques, par exemple la constitution de parcs régionaux, il y avait le groupe écologique qui votait en fait avec la majorité. Donc chaque fois, j'avais des majorités variables. C'était des majorités de projets ou des majorités d'idées. Et jamais je n'étais rentré dans un système où il y avait un parti qui dominait et qui décidait en fait de tout. Donc en fait, c'est la première réflexion. La deuxième, c'est que les partis politiques, au niveau de la campagne des régionales, étaient très en retrait. Et c'est ce qui m'a amené, à ce moment-là, à provoquer un appel à candidature au moment des élections, avec la formation des candidats, une sélection des candidats, et que je crois que les partis politiques, quels qu'ils soient, ont été ulcérés par le fait que notre méthodologie atteignait à leur monopole de désignation des candidats. Et qu'à partir de ce moment-là, eh j'avais fait un crime de lèse-majesté, et qu'il ne fallait pas en réalité que ce type de procédure puisse se perpétuer. À mon avis, ils ont eu tort, parce que c'est une méthode pour pouvoir rénover la démocratie, empêcher la constitution de féodalité, et de permettre ainsi un renouvellement de la vie politique. D'ailleurs, sans faire un parallélisme, ce qui s'est passé aux dernières élections présidentielles est un peu l'illustration de ce constat. Et puis enfin, troisièmement, ils ont utilisé, comme toujours, l'épouvantail du Front National pour pouvoir justifier leur critique, même si, en fait, il n'y a eu ni accord, ni tractation, et toute la suite l'a prouvé, mais qu'il y avait simplement eu le fait que le Front National les élus du Front National avaient dit entre la gauche et la droite, on préfère en fait voter pour le programme porté par Charles Millon. J'aurais été favorable, oui, à une rénovation des partis politiques, parce que les partis politiques à l'époque
étaient devenus en fait des machines électorales sans qu'il y ait un vrai débat. Ça faisait partie un petit peu de notre réflexion, oui, c'était une évidence. Je crois véritablement que la démocratie française, mais le problème n'est toujours pas résolu, hein, a besoin d'avoir une véritable révolution ou une rénovation au niveau de la vie politique. Il n'est pas normal qu'on continue de voir la discipline des partis à l'Assemblée nationale constamment. On peut très bien faire partie d'un parti politique et sur tel ou tel sujet ne pas être d'accord. Je conseille d'ailleurs à nos auditeurs ou à nos lecteurs d'aller lire le livre de Simone Veil à ce sujet-là, sur la suppression des partis politiques. Je pense que la République En Marche a repris tous les défauts des partis politiques classiques. Mais tous les défauts. Discipline de vote. Et en plus, il y a un vrai problème chez eux, c'est que comme il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas la connaissance de la démocratie locale, ils n'ont même pas en fait cette référence. Car, pour être très direct, quand vous êtes maire d'une commune, les partis politiques n'ont aucune importance. Quand on va étudier le plan d'urbanisme, quand on va étudier la mise en place de services publics, on a une discussion et personne ne pense qu'il y a une démarche ou un mot d'ordre politique, partisan je veux dire. Or cette expérience-là, on la retrouve au niveau des conseils généraux, on la retrouve même au niveau des conseils régionaux à mon époque. Je ne vais pas jouer au vieil homme politique, je pense que ça a un petit peu changé maintenant, mais ça n'empêche que je pense que ça se pérennise, et que les élus de En Marche n'ont pas toute cette expérience accumulée qui leur permettrait de relativiser un peu la mission des partis politiques. Je pense que la vie politique, elle exige une formation, une expérience, l'accumulation d'engagements. Ça peut être des engagements d'ailleurs hors des partis politiques, hors de la vie politique. Quelqu'un qui a dirigé des mouvements d'éducation populaire durant des années a une connaissance de la vie politique et de la vie sociale bien meilleure que quelqu'un qui a simplement été un apparatchik dans les partis. Quelqu'un qui a été dans le syndicalisme agricole, le syndicalisme ouvrier, a une expérience qui, bien évidemment, servirait la vie politique. Mais je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir, et que, par exemple, on s'aperçoit que des partis politiques qui sont relativement nouveaux eh bien, reprennent les vieilles manies, et c'est très dommageable. Ah ben, je pense que le Front National est un parti comme les autres, qui a des réflexes similaires aux partis politiques classiques. C'est des machines électorales, et que je conseille à tous ces partis, que ce soit le parti Front National ou Rassemblement National ou aux autres, de réfléchir, parce que la démocratie s'étiole actuellement. Et qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir au niveau de la société politique sur comment faire vivre notre démocratie. Car autrement, on aura des manifestations gilets jaunes périodiquement, on aura la montée de mouvements entre guillemets dits populistes, on aura une déstabilisation en fait de nos démocraties. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, je pense que la démocratie s'exprime d'une manière tout à fait normale dans des espaces qui sont modestes. Et c'est la raison pour laquelle le modèle, pour moi, c'est le modèle helvétique. Mais ça n'empêche que je pense qu'il faudrait que les régions, par exemple, aient beaucoup plus de compétences, qu'on leur donne les moyens de financer un certain nombre de compétences qui actuellement sont au niveau national, et qu'à partir de ce moment-là, au niveau des régions, s'instaure un nouveau mode démocratique où l'on vote en fonction des projets, en fonction
des sujets et non pas simplement en fonction de directives partisanes qui arriveraient de Paris ou d'ailleurs. Le sujet mondialisation, Europe, frontières, immigration, c'est le plus grand sujet. Il y a le deuxième sujet, c'est les sujets dits de société qu'on a vu avec le mariage pour tous, aujourd'hui avec le PMA-GPA, et avec derrière d'autres sujets du type fin de vie, transhumanisme, etc. Et puis le troisième sujet qui me paraît en fait, c'est l'organisation de la vie politique et la responsabilité redonnée aux citoyens, et que ceci ne se fera que par soit une décentralisation, soit une réorganisation du territoire, pour pouvoir réconcilier cette France qui a été qui est devenue périphérique, qui est sur les bords, et cette France des grandes métropoles. C'est à mon avis, c'est les trois grands sujets qui me paraissent importants. Le premier étant le plus important. Pourquoi? Parce que ça touche au problème de l'immigration, donc ça touche au problème de l'identité de la nation, ça touche au problème de la cassure entre la France périphérique et la France des métropoles au travers de la mondialisation. Et ça touche troisièmement au problème de l'Europe, de savoir quel type d'Europe on peut avoir. On s'en aperçoit à travers les échanges un petit peu spéciaux entre Trump et Macron, mais qu'il est bien évident qu'il y a un sujet qui est posé, de savoir quel type d'Europe. Est-ce qu'on fait une Europe confédérale? À combien? Quelles sont les compétences qu'on reconnaît à l'Europe? Est-ce qu'on renonce à toute cette bureaucratie qui pèse sur tous les pays, et comment on peut revenir sur cette bureaucratie? Quels sont les sujets qu'il faut redonner et aux régions, et aux pays, et aux nations? Et que tant qu'on n'aura pas posé tous ces problèmes-là, je crains que, l'Europe ne se construise pas, mais se défasse, et que si on n'y a pas réfléchi, qu'elle se défasse en laissant en fait des nations dans un état de désordre tout à fait préoccupant. Je suis favorable parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui se constituent pour pouvoir véritablement retrouver la notion de bien commun, la notion de sens commun, la notion d'engagement, et que ceci passe d'abord, j'allais dire, par non pas par des partis politiques classiques, mais par des engagements autour de sujets de préoccupation donnés. Ça peut être le sujet éducatif, ça me paraît très important, le sujet de la formation. Il faut qu'il y ait une mobilisation en fait des mouvements de réflexion politique. C'est le problème de l'urbanisme, parce qu'on a des villes qui actuellement sont en complet désordre, avec des centres urbains qui se sont vidés et avec des ghettos qui se sont installés, et qu'on ne peut pas en fait laisser pérenniser ce genre de choses. Donc il faudrait qu'un peu partout, il y ait des femmes et des hommes qui s'engagent pour retrouver en fait les racines de leur cité et qui proposent des moyens de rénovation. Ça passe par des approches culturelles, ça passe par des approches urbanistiques, ça passe par des approches de rénovation de l'espace, etc. Troisièmement, il y a le problème de la réconciliation de la France périphérique et de la France des métropoles, et que là, il faut aller s'inspirer de ce qui se passe dans les pays étrangers, que ce soit dans des pays comme l'Italie, où la centralisation est bien moins grande, ou en Allemagne, ou dans tous les pays fédéraux, parce qu'autrement la France va mourir
de concentration urbaine autour de 3 ou 4 métropoles, et en particulier de Paris, avec un espace qui sera abandonné. Mais ça me paraît être le préalable avant l'engagement politique. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait des hommes politiques qui arrivent dans les assemblées et qui n'ont pas eu un engagement, une expérience. Moi je pense que l'expérience est très importante, presque plus importante que la formation universitaire. Un certain nombre de gens qui prennent des responsabilités dans le domaine éducatif, par exemple. Toutes celles et tous ceux qui ont créé des écoles hors contrat ont le courage de montrer concrètement comment eux, ils donnent réponse à la question du pluralisme scolaire, à la question de la diversité des parcours éducatifs, à la question de... Il n'y a pas deux enfants identiques, mais chaque enfant mérite la même la même attention. Et que je pense que c'est extrêmement important. Toutes celles et tous ceux qui actuellement, dans les quartiers déshérités, sont en train de relancer les mouvements d'éducation populaire, que ce soit sous forme de patronage, de mouvements de jeunesse, d'initiation au métier, etc. Tous ces gens-là, ils sont en train de constituer en fait un tissu, ou plutôt un mouvement où on va trouver des femmes et des hommes qui demain pourront prendre des responsabilités politiques. Le mot droite, je suis assez de l'avis de Jérôme. Hein. Le mot droite regroupe tellement de choses que... Est-ce qu'un homme peut se déclarer de droite et être proudhonien? Moi, personnellement, je le pense. Mais il y a un certain nombre de gens qui se disent de droite qui ne le pensent pas. Est-ce qu'on peut être de droite sans être obligatoirement libéral sous l'angle économique? Moi, je le pense. Il y a des gens qui pensent que si on est de droite, on doit être libéral du point de vue économique. Est-ce qu'on peut être de droite centralisateur? Moi, je pense que c'est très difficile. Que à ce moment-là, c'est plus la droite telle que je la rêve. Et que je pense qu'il faut être enraciné, qu'il faut être près de ces lieux de mémoire et de ces lieux d'activité. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je préfère parler de mondialistes et d'enracinés. Oui, bien sûr, mais je pense que le sujet est posé par tout le monde aujourd'hui. Hein. Bien sûr, c'est plus facile de dire il y a une droite et une gauche. Oui, je suis plutôt de droite. Pourquoi? Parce que je suis enraciné, parce que je respecte l'histoire, parce que j'aime mon pays, parce que je suis attaché à des traditions. Je suis catholique et je suis attaché à la tradition catholique. J'ai plein de raisons de m'inscrire dans une démarche de droite. Je pense que le problème n'est pas tellement là, et c'est pour ça que quand on voit un pays comme les États-Unis avec des États et des tempéraments différents, on est étonné parce qu'il y a des républicains qui seraient catalogués de gauche chez nous, et on a des démocrates qui seraient catalogués de droite chez nous, parce qu'il y a une diversité qui s'exprime un peu partout. Même moi, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que si la droite, j'allais dire parlementaire, acceptait en fait qu'on juge sur les débats concrets et non pas sur les a priori idéologiques, bien, il y a bien longtemps que ce débat-là serait clos. Mais aujourd'hui, vous avez en fait d'abord un opportunisme politique, parce que durant un certain nombre d'années, ça a fait les choux gras de la gauche, d'avoir en réalité le Front National qui soit mis de côté, parce qu'à partir de ce moment-là, bien, on l'a vu d'ailleurs aux élections de 98, ça a permis en fait à la gauche de prendre un certain nombre de régions. Ça, c'était la première chose. Et deuxièmement, ça a amené en fait la droite à ne pas se poser les problèmes qui étaient sous-jacents en fait au front, dans le vote Front National, et qui aujourd'hui en fait viennent d'un coup
dans les débats publics. C'est tout le problème de l'immigration, c'est le problème de l'identité nationale, c'est le problème des rapports entre campagne et ville, etc. Donc je crois qu'il faut arrêter ces a priori et que ceci ne peut se faire en réalité que dans une démocratie apaisée et que la démocratie n'est apaisée que dans des localités où il n'y a pas en fait d'a priori idéologique. On procède d'abord en posant les vrais problèmes. Pour moi, actuellement, le vrai problème français, c'est le problème de savoir où doivent être prises les décisions politiques. Est-ce qu'il faut rester dans un système de centralisation qui est par nature technocratique et bureaucratique, ou est-ce qu'il faut revenir vers un système de décentralisation où on va permettre aux régions d'avoir des compétences beaucoup plus fortes dans un certain nombre de domaines, et où on va permettre aux localités locales de retrouver une vitalité, une vraie vitalité, et je pense là aux communes qui ne soient pas étouffées dans des structures artificielles telles que les communautés qu'on est en train de leur imposer actuellement, et qu'il faut qu'il y ait un vrai débat au niveau national, parce qu'autrement, on va avoir une France qui va être étouffée, avec des conséquences qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. C'est pour ça que dans le réseau qu'on a créé avec Charles Becbédé, Xavier Lemoine et quelques autres, on essaye non pas d'imposer une idéologie, on essaye de mettre en valeur un certain nombre d'expériences qui ont été portées par des gens qui se sont engagés. On soutient un certain nombre de personnes qui se sont engagées dans les écoles hors contrat, on soutient des personnes qui ont développé ce qu'on appelle la colocation générationnelle entre une personne qui a un appartement et qui reçoit un étudiant et qui, à ce moment-là, permet à l'étudiant d'avoir un logement en ville et à elle de ne plus être isolée ou solitaire, que mène une association comme Ensemble de Générations qui est menée par Tiffaine de Benfetenio. Il y a aussi d'autres expériences qui sont menées pour pouvoir faciliter les circuits courts dans le domaine commercial au niveau des communes, et les personnes qui mènent ce type de projet participent à ce réseau. Donc on essaye de montrer, au travers d'un certain nombre d'expériences, qu'il y a des réponses qui sont données aux problèmes posés. Parce que ces gens-là, une fois leur expérience accumulée, peuvent participer à un débat municipal, et c'est dans cet esprit qu'on a mis en place une formation pour les candidats aux élections municipales, pour qu'il y ait une nouvelle génération politique qui apparaisse, qui ne soit pas une génération qui soit simplement imposée par les structures politiques, mais qui émane du pays réel, avec des expériences qu'ils ont eues sur le terrain, qui pourront demain en fait développer au niveau de la gestion d'une commune. Et qu'après, c'est un long chemin, parmi ces élus, il y ait des personnes qui prennent des responsabilités au niveau départemental, régional ou national. Comment on croit à l'enracinement, il faut le commencer. On ne va pas commencer par le haut des arbres, on commence par les racines. La correcte.